Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui revient sur un film que j'aime énormément, que je voulais traiter en vidéo. C'est Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick, sorti en 2003, avec dans le rôle principal Tom Cruise. Un film excellent par bien des aspects, qui a vraiment touché et marqué les années 2000. Il entre dans le cinéma comme des films du style Gladiator, 3 aussi de cette époque-là, qui sont des fresques épiques, qui ont vraiment marqué le cinéma et qui ont marqué voilà, ce type de film épique de genre lié du coup à un univers historique ou mythologique, avec des acteurs qui ont vraiment porté les films, dont Tom Cruise, qui était vraiment là à l'apogée de sa carrière, car il revenait de films fin des années 90 avec Magnolia, Eyes Wide Shut, et là il nous sort Un Dernier Samouraï, donc avec un réalisateur, Edward Zwick, connu pour des films voilà, épiques et des gros films dans ce même style, mais il a pu réaliser voilà, un petit bijou, un petit chef-d'œuvre de cinéma qui vraiment plaît énormément et qui, moi, vraiment, c'est un film que j'adore revoir et revoir et revoir. Donc, de quoi parle Le Dernier Samouraï? Donc, on va suivre Nathan Algren. Pour le petit contexte, on est au 19e siècle. C'est une époque où le Japon se modernise énormément et donc c'est un ancien capitaine américain qui est recruté par le Japon pour pouvoir moderniser l'armée japonaise et pouvoir écraser une rébellion menée par Katsumoto, interprété par un Ken Watanabe, juste excellent dans le rôle. Et donc voilà le petit scénario du film Le Dernier Samouraï. Un film donc qui aborde de nombreuses thématiques que je vais aborder avant. Mais d'abord le scénario en lui-même, qu'est-ce que je peux dire? Déjà c'est un film qui est très très bien construit. On a un début avec une arrivée en fait d'un personnage par bateau, on voit le transport, on voit le fait qu'il se dépasse vers un autre pays. On commence à comprendre déjà que c'est un personnage qui a eu un passé et dont l'horizon vers lequel il se dirige est un horizon nouveau, d'espoir, peut-être de changement pour lui, et aussi d'oublier les erreurs du passé. Donc c'est un film qui est très très bien construit, avec vraiment un final épique. Donc ça là on voit l'écriture de Zwick qui est vraiment d'une finesse et qui fait que le film se termine en apothéose. Un scénario aussi qui est très... Alors, à noter que le scénario quand même se base sur des faits historiques. À noter, bon, souvent les gens le savent, mais Le Dernier Samouraï n'était pas américain mais français. Voilà, c'est le petite chose. Bon, après il y a quelques voilà, plusieurs éléments historiques en fait qui sont liés plus au monde américain que du coup au monde français et européen de cette époque-là, mais c'est pas grave parce que le film, je trouve qu'il arrive vraiment à prendre des éléments historiques, arriver à le mettre à sa lui, donc je trouve que c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc on a un scénario qui est très bien construit, une écriture qui est très pertinente, beaucoup d'éléments un peu en profondeur qui va se mettre autour du film. On a de grandes discussions qui vont s'avancer entre les personnages, entre le personnage donc de Nathan Algren, donc de Tom Cruise, et de Katsumoto Ken Watanabe. Et on a voilà ces discours, ces échanges qui sont assez profonds et assez intelligents aussi dans la manière dont ils amènent les personnages, dont ils les développent. Ça, je trouvais que c'est quelque chose de très pertinent d'avoir ça dans un film. C'est quelque chose qu'on retrouvait, voilà, comme je disais, je prenais l'exemple de films comme 3, Gladiator, il y avait le film Arthur aussi de cette époque-là. On avait des scènes de dialogue qui étaient vraiment intenses et qui étaient aussi intelligents dans la manière dont vraiment il traitait les personnages, il traitait les sujets dans lesquels il souhaitait évoquer. Et donc, tous ces éléments-là faisaient qu'on avait des films très cohérents, et Le Dernier Samouraï en est un parfait exemple, avec une écriture parfaite, des personnages bien développés. J'évoquerai par la suite les personnages et les acteurs. Mais voilà, on a un scénario qui se tient. C'est un film vraiment d'une beauté en termes d'écriture. Ce qui est intéressant, en fait, c'est pourquoi je vous dis que ces films d'année-là, qui maintenant, en fait, sont revenus souvent à la hausse. Moi aussi, j'ai eu cet effet-là, c'est-à-dire que c'était des films qui, à l'époque, c'était des bons films. On se disait, ok, c'est des gros films et tout. Et en fait, quand on voit ce qu'on appelle les films blockbusters d'aujourd'hui, on a des films qui sont de très mauvaise qualité, avec très peu de profondeur. Alors bien sûr, on a les productions, il y aura tout ce qui est production Marvel ou Disney, mais
On a aussi des gros blockbusters qui sont en dehors de ces boîtes et de ces studios et qui vraiment arrivent à faire des films très fades. On pourra des 35 suites qui n'ont pas d'intérêt. Là, on avait vraiment en plus des films uniques sans suite avec une ampleur importante. À noter qu'il y avait aussi à cette époque-là des films d'heroic fantasy comme Le Seigneur des Anneaux. Donc on était vraiment dans une époque de florissance de ces gros films, de ces grosses fresques avec vraiment une intelligence dans le propos, dans les thématiques qui étaient abordées. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un rehaussement qui se fait de ces films-là, où quand on les voit, quand on voit l'écriture, les dialogues des personnages, on se dit vraiment qu'il y a une vraie... que c'était vraiment des films d'une certaine tenue, surtout dans l'écriture, mais aussi dans la mise en scène et dans ces éléments-là. Et on va attaquer tout de suite sur la partie technique, la mise en scène. Alors c'est un film avec beaucoup de plans d'ensemble, beaucoup de scènes d'attaque vont vraiment être, de bataille vont vraiment mises avec des plans ensemble, mais aussi avec des plans assez rapprochés parce que c'était une époque des années 2000 où il y avait aussi cette idée de rentrer dans l'action. Et on rentrait bien sûr dans l'action avec des plans beaucoup plus serrés, on allait vers les personnages pour donner de la vitesse aussi au combat, de la violence aussi, et quelque chose de beaucoup plus intéressant que on pouvait faire dans les années 50-60 avec des gros films de fresques qui étaient beaucoup moins violents de par ce qu'ils montraient, mais montrer aussi une certaine ampleur, et ça c'est ce qu'on retrouve à la fois dans ces films des années 2000 avec aussi une immersion dans l'action, dans la bataille. Intéressant aussi, c'est que ce sont des films qui, donc en termes de photographie, c'est un film qui est magnifique. On a des couleurs très proches du Japon, de cette période presque même d'été. Vous avez cette couleur qu'on a juste après la pluie, qui donne vraiment des couleurs magnifiques sur l'herbe. On a quelque chose d'assez doré, de très très beau, avec vraiment le vert aussi qui est prégnant dans ce film-là. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on trouve énormément dans le cinéma japonais. Alors là, c'est un film réalisé par un Américain, mais on va avoir des villes très colorées, avec beaucoup de rouge, et des campagnes beaucoup plus sombres. Je pense aussi aux maisons, c'est quelque chose de très particulier, mais beaucoup plus sombre, beaucoup plus sobre, avec du coup de la nature aussi, et les campagnes. Il y a une scène où on va avoir les rizières, les éléments aussi, voilà, vraiment de campagne pure. Et voilà, on a vraiment une couleur qui se rapproche vraiment d'arriver à... Quand on est dans le pays en lui-même, on arrive à retrouver des couleurs assez similaires, et ça, je trouvais que c'était pertinent. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant, au-delà, parce que du coup, cet aspect ville et campagne, qui est vraiment cet aspect entre le modernisme et le traditionnel, est très très bien montré aussi, que ce soit dans les décors, mais aussi de la manière de filmer, et aussi une esthétique assez picturale. Comme je disais, je parlais beaucoup de scènes avec de l'air, tout ça. Les scènes sont magnifiques. Je pense à une scène où Tom Cruise s'entraîne et on va vraiment avoir face à un autre personnage, et on va vraiment avoir ce plan de duel qui est d'une beauté sans nom, avec le fond, le soleil, le ciel qui éclaire toute la scène, qui est vraiment d'une beauté particulière. Et vraiment, il y a un travail sur l'esthétisme, je parlais des batailles, mais aussi je pense un énorme travail de chorégraphie. On peut le voir un peu dans les making-of, il y a un travail de chorégraphie qui est assez pertinent. À noter que c'est le chorégraphe Nick Powell, très connu, qui a instillé aussi ce travail de chorégraphie qui est pertinent, et qui vraiment, on se projette dans ce film-là en se disant que voilà, c'est un film où on sent aussi les coups d'épée, l'action qui est menée au fur et à mesure du film. Et on a un montage donc qui, là aussi, contraste entre cet aspect de tradition et d'urbain, de modernisme. C'est-à-dire que dans les villes, on va avoir des scènes beaucoup plus rapides, un montage beaucoup plus coupé. Et quand il est, par exemple, Tom Cruise, le personnage, auprès des samouraïs, dans cette campagne, on a quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, qui montre bien, voilà, la manière dont les gens prennent beaucoup plus le temps. Le temps long est beaucoup plus important chez vraiment cet aspect traditionnel, et moins chez ce côté de modernisme. On a beaucoup de bruit, beaucoup d'éléments sonores aussi qui viennent s'y ajouter, de la turbulence, voilà, une effusion en fait qui va vraiment montrer la différence entre les deux côtés de tradition et de modernisme.
Maintenant, si l'on parle d'acteurs, ben, on va commencer tout de suite par Tom Cruise. Tom Cruise qui là livre une expérience d'acting impressionnante. On a un personnage qui vraiment arrive à jouer à la fois un personnage torturé et qui va vraiment évoluer, parce que c'est le personnage qui évolue au fur et à mesure du film. Un Américain qui est vraiment dans le pur matérialisme, voilà, qui embrasse complètement ce modernisme et qui va, au fur et à mesure du film, changer, évoluer au contact des samouraïs, en apprenant et en entrant en contact avec notre culture. Quelque chose de très passionnant dans ce film-là que j'ai vraiment aimé. Il y a une réflexion philosophique avec le personnage de Ken Watanabe qui va vraiment le remettre en question à chaque moment de sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il récupère quand même des éléments de son histoire. Donc, le côté américain, il y a aussi la motivation et la détermination qu'on retrouve chez les samouraïs. Il y a cette fameuse scène où ils se retrouvent sous la pluie en train de se battre. On le met au sol et il va se relever, on le remet au sol et il va se lever de nouveau. Donc, c'est une scène qui est vraiment magnifique, mais qui montre voilà, la thématique générale de la motivation, de la discipline, de pouvoir se relever face à l'autre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très pertinent. On voit que c'est un personnage qui arrive à évoluer aussi avec son histoire, mais aussi avec ce qu'il va pouvoir acquérir en compétences. À noter qu'il y a Timothy Spall qui est dans ce film-là, donc qui joue, pour les gens qui ne voient pas, Peter Pettigrew dans Harry Potter, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue un petit rôle, mais qui est toujours, c'est toujours cool de le voir dans un film. Il est très assez drôle aussi comme personnage dans le film là, oui, alors là c'est un petit rôle, donc je ne vais pas forcément pouvoir critiquer son jeu sur l'entièreté du film, mais c'est pas un mauvais acteur, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. On a bien sûr Ken Watanabe. Ken Watanabe, c'est un acteur que j'aime énormément aussi, qui là arrive à évoluer d'un personnage assez froid et qui va vraiment se laisser aller aussi au contact du personnage de Nathan ou de Tom Cruise. Il y a vraiment une relation presque je dirais pas de père ou de fils, mais plus de frère qui va s'installer. On va avoir un personnage qui va aussi laisser paraître ses émotions. Donc c'est quelque chose de très pertinent. Et on a aussi bien sûr ce côté professeur et élève, avec tout cet espace de discussion autour d'aspects philosophiques, de la vie, la manière d'appréhender les choses. Voir des scènes qui sont vraiment magnifiques dans ce temple. Là, je pense à une scène qui est très très belle, où vraiment je vous parlais de la lenteur aussi du montage, mais ce rythme-là permet vraiment de développer les personnages et de montrer en fait leur complexité. On a des scènes de dialogue qui sont beaucoup plus longues. Je pense qu'aujourd'hui, un même film, on aurait des scènes de dialogue qui durent, allez, peut-être en moyenne 1 minute, même peut-être moins d'1 minute. Là, on va avoir des scènes de dialogue, peut-être une scène de 8 minutes de dialogue. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui manque aussi, d'avoir une écriture qui soit beaucoup plus travaillée, beaucoup plus longue, de laisser le temps les personnages de s'exprimer et de vraiment montrer aussi leur jeu d'acting en lui-même. Et ça, c'est quelque chose je trouve, pas trop mal. On a aussi Hiroyuki Sanada qui joue Dio, qui est donc un acteur très connu, qui là aussi, et je trouve génial, qui un peu là vraiment c'est une figure de frère quoi, mec. Tom Cruise, c'est un personnage qui est aussi défiant au début, c'est celui qui va vraiment pas aimer l'américain qui arrive, et qui va au fur et à mesure aussi lier une amitié. Et c'est un acteur qui arrive vraiment je trouve que émotionnellement son visage fait qu'on arrive à ressentir les émotions, et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez excellent chez un acteur. Et c'est aussi un passage qui va évoluer, voilà, qui va passer du méfiant à celui qui va vraiment aider. Il y a ce côté, c'est la scène que j'évoquais précédemment, la scène de duel qui va ça va être avec lui, et vraiment on a quelque chose une scène qui est magnifique, un acteur très pertinent, que j'espère revoir aussi dans des films, ou qui a beaucoup joué dans des films internationaux américains, et voilà, très très bon acteur. À noter Okuyi Kato, donc qui joue la femme qui va avoir une petite relation avec Tom Cruise, qui est aussi une actrice qui est vraiment pertinente dans son rôle, qui arrive à montrer toutes les palettes d'émotions, et qui, voilà, comme je vous disais, c'est des fois il y a des personnages secondaires qui peuvent être pas du tout pertinents, et là le dialogue, les discussions qu'elle va avoir sur par exemple son passé, son mari décédé, je trouve qu'il y a quelque chose de
de super intéressant à la suivre. Et on montre, pas forcément par des scènes d'action, la chorégraphie, mais juste par du dialogue, la qualité des acteurs. Et c'est une actrice qui est très très bonne dans ce rôle-là. Et je pense que je terminerai avec Tony Goldwyn, qui joue le colonel, qui là marche très bien, qui est un peu je pense que le pire que l'on peut faire en termes de colonel dans une armée. Donc ça, je trouve qu'il joue très très bien sur ça, sur le fait voilà de lui d'être complètement de ce côté de ce modernisme, d'écraser toute rébellion. Donc c'est quelque chose je trouvais d'assez pertinent pour un film, et l'acteur est vraiment pas mal aussi dans le rôle. Pas le meilleur acteur pour moi, parce que je trouve que Tom Cruise et Ken Watanabe, ils sont excellents, et vraiment excellents. Mais voilà, après il y a plein d'autres petits acteurs, mais j'ai quand même cité le plus gros du casting. Ensuite, je l'ai évoqué au fur et à mesure de cet épisode-là, mais le film donc évoque énormément la question de tradition, du modernisme. On a une scène qui est vraiment, je trouve, très pertinente sur cela. C'est vers la fin, voir l'empereur, en gros, Tom Cruise va lui remettre l'épée, le sabre de Ken Watanabe. Et on va voir en fait derrière lui, au sein de son propre pays, des gens qui sont prêts à vendre son pays auprès d'Hollandais, d'Américains aussi, mais d'autres pays. Et je trouve que c'est intéressant, on a vraiment cet empereur qui à la fois a été poussé à un certain moment, peut-être par une idée de modernisme, mais qui sait l'importance de garder les traditions, et on a ce respect qu'il va avoir auprès de ce samouraï donc de Ken Watanabe, qui était très apprécié en fait par la population en général, mais voilà, il y avait un peu une chape de plomb qui était fait par des gens qui étaient là juste pour le pouvoir, pour l'argent, en fait pour une certaine corruption, et qui pensaient pouvoir corrompre l'empereur. Mais il y a cette idée de toujours garder cette petite tradition qui fait avancer le pays dans un certain bon sens. Donc ça, c'est vraiment un film qui regorge de cette idée de modernisme, de tradition, d'honneur aussi. Cet aspect de samouraï, il revient énormément, mais en fait, cet aspect de samouraï, on peut le retrouver exactement en Europe, avec cet aspect de chevalerie. Et voilà, c'est un film qui regorge de cette idée de se dire, voilà, il est important aussi de ne pas oublier ceux qui se sont battus aussi parce qu'il y a un côté un peu ancien combattant qu'on retrouve chez ces samouraïs qui vont, par exemple, avec cette scène mythique où il y a une cavalerie, une charge à cheval face à des canons, ce qui montre aussi en même temps l'illusion qu'on peut avoir de vouloir mourir avec honneur, de se battre avec honneur, et voilà, le fait que bien sûr un canon sera beaucoup plus puissant qu'un sabre. Mais voilà, il y a quelque chose de très pertinent dans cet aspect d'honneur, de vouloir mourir jusqu'à la fin avec un certain prestige, voilà, je dirais. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Le Dernier Samouraï, qui est un film génial, une très très belle bande son Hans Zimmer, The Small Measure of Peace qui est magnifique, The Way of Life. Il y a énormément de sons qui sont excellents, donc Red Warrior aussi. Donc allez écouter la bande son et surtout allez voir le film si vous ne l'avez jamais vu, Le Dernier Samouraï d'Edward Sidgwick. Très bon film. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sinon, ciao!